Okay, it's exactly 1 o'clock. We'll give it another 10-15 seconds for participants to join the Il est webinar. 1 heure, nous allons commencer sous peu. Welcome to our webinar today. Bonjour et bienvenue à la série de webinaires de BOOS, Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse, ligne directrice nationale 6, évaluation médicale et traitement. Nos invités sont Dr. Amy Ornstein de C-Star IWK Halifax et Tanya Smith de SICKIDS et SAEJ Boost Toronto. Nous allons commencer avec une reconnaissance des territoires traditionnels. Nous voudrions reconnaître les territoires des Haudenosaunee, Wendat, Huron et les Mississauga du Crédit, des Premières Nations qui ont été les gardiennes des territoires. Le Toronto se trouve sur le territoire de Dish with One Spoon. Et avec ce traité, ils ont eu la promesse de partager les terrains. Après tout cela, les nouveaux arrivants ont été invités d'être partie du traité avec l'amitié et le respect. Il y aura une séance de questions-réponses pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Veuillez taper votre question dans l'onglet questions et réponses. Si vous avez des questions et vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de clavardage, nous allons enregistrer le webinaire et le lien va être sur notre chaîne de YouTube d'ici une semaine. Et je voudrais céder la parole à Tanya. Merci, Atika. Merci. Bienvenue tout le monde. Nous allons passer les prochaines 45 minutes parlant de la ligne directrice nationale 6 qui est axée sur l'évaluation médicale et traitement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de souligner les parties importantes de cette ligne directrice et aussi de vous donner quelques études de cas pour souligner le rôle de l'évaluation médicale dans un centre d'appui aux enfants. J'anticipe que plusieurs d'entre vous ne sont pas les prestataires de soins médicaux. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de vous fournir une meilleure idée du rôle, quels sont les types de patients et comment le programme médical peut bien correspondre avec un centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Alors, juste avant de commencer, quand on parle des enfants qui ont passé par un abus physique, ce sont les sujets tellement sensibles. Alors, nous voulions vous dire que nous allons aborder les sujets sensibles aussi. Nous allons montrer les photos des enfants qui ont soutenu des blessures. Ils vont être un peu graphiques et la raison pour laquelle nous montrons ces images
C'est parce que cela aide mieux visualiser les types de cas et l'importance du rôle des prestataires de soins médicaux et cela souligne ce que le fournisseur de soins de santé peut faire au niveau des photos. Alors, je vous encourage de ne pas prendre les photos ni des images. Et puis, je sais qu'il y aura un enregistrement et quelques documents qui vont être disponibles après. Alors, veuillez ne pas prendre des captures d'écran, des diapositives ou des images. Maintenant, nous allons parler de la ligne directrice 6 qui souligne l'importance de l'évaluation médicale. Et l'évaluation médicale doit être disponible pour chaque enfant et chaque adolescent qui entre à un centre d'appui aux enfants. Il faut avoir la coordination avec l'équipe multidisciplinaire pour la bonne réponse. Peut-être ça sent comme quelque chose de simple, mais il y a plusieurs choses qu'il faut considérer quand nous offrons ce type d'évaluation pour les enfants et pour les jeunes. Il faut vraiment se rappeler de l'objectif. Ça, c'est pour rassurer les enfants et les familles sur le bien-être de l'enfant et aussi de déterminer et documenter les résultats médicaux, de dépister les blessures et les conditions médicales et d'entreprendre un traitement si cela est nécessaire. Alors, voici les questions que nous recevons quand les gens euh, voudraient établir un centre d'appui aux enfants au sein de leur communauté pour fournir des services. Est-ce qu'ils doivent avoir une clinique médicale intégrée dans le centre d'appui aux enfants si ce n'est pas basé à l'hôpital? Et la réponse à cela n'est pas concrète. Ça dépend. Ça dépend de votre communauté, les besoins de votre communauté. Ça dépend de qui est le prestataire de soins médicaux, où se trouve l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Et s'ils sont loin de centres d'appui aux enfants, plusieurs centres d'appui aux enfants n'ont pas une clinique médicale intégrée et peut-être ils n'ont pas des prestataires de soins médicaux qui se trouvent au centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Mais l'objectif, c'est l'idée d'obtenir un partenariat avec un prestataire de soins médicaux qui peut être un consultant et trier les cas et vraiment pour que cela fonctionne en tant que passerelle vers les services médicaux de votre communauté. Ça peut être une prestataire dans un hôpital, un praticien au sein de la communauté. Alors, cela a besoin de qui se trouve dans votre communauté au niveau médical et nous allons parler de ces individus et comment doit être leur formation. Alors, il y aura une divergence qui dépend de votre modèle et où vous vous trouvez et les types de services que vous allez fournir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est de déterminer les services médicaux qui vont être fournis à votre centre d'appui aux enfants. Quand vous regardez le développement des centres d'appui aux enfants, surtout aux États-Unis, c'était basé sur les services pour les enquêtes d'abus sexuels. Maintenant, c'est plus élargi, c'est axé sur la maltraitance. Est-ce que votre centre appui aux enfants va cibler juste l'abus sexuel ou tout type de maltraitance? Et qui vont être les fournisseurs ou les prestataires de soins médicaux de ces services? Il faut envisager les consultations et le timing de l'examen médical. Il peut avoir une opportunité de
parler avec votre service de protection de l'enfance. Parfois, il y a un partenariat pour faire une évaluation quand il amène un enfant à un endroit sécuritaire. Et s'il n'y a pas de prestataire de soins médicaux disponible, ça peut être une opportunité pour que un fournisseur soins médicaux au centre d'appui aux enfants donne ces services. Les services médicaux peuvent être soit au centre d'appui aux enfants ou en lien étroit avec une équipe de protection de l'enfance basée à l'hôpital ou les autres prestataires au sein de la communauté. Alors, dans les directrices, il y a 8 différents points que je vais aborder aujourd'hui. Je voudrais juste souligner quelques principes importants qui doivent être fournis et doivent être abordés dans votre centre d'appui aux enfants. Tout d'abord, pardon, une évaluation médicale doit être proposée aux enfants selon ce qui détermine les cliniciens médicaux et l'équipe multidisciplinaire locale. Et cette évaluation médicale peut inclure plusieurs aspects. Surtout, c'est une question de rassurer l'enfant, le jeune et leurs proches. Et l'autre rôle, c'est aussi d'évaluer, gérer et documenter les blessures. Dans les cas d'abus sexuels, nous faisons le dépistage des infections et il faut recueillir des preuves médico-légales et aussi fournir les médicaments ou les traitements nécessaires. Ça, c'est la portée d'une évaluation médicale. Deuxième point, le deuxième principe, c'est la consultation avec l'équipe multidisciplinaire qui va permettre la prise de décision concernant la programmation. Alors, il faut se souvenir, pas tous les cas ont besoin d'un examen immédiatement. Alors, une grande partie du rôle du prestataire de soins médicaux et de l'évaluation médicale, c'est de faire une consultation avec cette équipe multidisciplinaire pour décider où l'examen médical doit avoir lieu ou à quel moment, si c'est urgent ou si c'est moins urgent, qui peut être mieux coordonné avec l'équipe multidisciplinaire. Parfois dans un autre endroit et pas nécessairement au centre d'appui aux enfants. Il y a plusieurs cliniciens qui peuvent fournir une évaluation médicale au centre d'appui aux enfants et à la jeunesse, mais c'est bien important que ces fournisseurs et ces cliniciens soient, qu'ils soient un groupe en tant qu'experts. Et pour cela, ils doivent avoir la formation adéquate et la formation de perfectionnement professionnel. Quand on parle de négligence et de violence physique, les médecins sont les meilleures personnes pour réaliser ce travail. Dans la portée de pratique d'un médecin, évidemment, il faut avoir beaucoup d'expérience professionnelle quand on parle des blessures des enfants. Et nous allons parler de la formation et ce qui est le niveau de formation requis pour les médecins. Il faut aussi envisager ce qui donne les opinions pour les enfants qui ont subi un abus sexuel. La portée de pratique est plus limitée au niveau dans les cas d'abus sexuels. Nous pouvons penser aux médecins, praticiennes, infirmières ou les infirmières avec un focus pédiatrique. Et puis, c'est-à-dire les infirmières autorisées ou les infirmières praticiennes. Et les opinions vont être plus limitées avec leur portée. Ils n'ont pas besoin d'une compréhension plus élargie des différentes blessures. Et pourtant, c'est dans ce qui est la portée de pratique.
c'est-à-dire le champ de pratique de l'infirmière. Il faut distinguer entre les experts et ceux qui ne sont pas les experts. Les experts ont un haut niveau de formation dans le domaine de maltraitance envers l'enfant. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours avoir un expert au sein de votre communauté, mais ils doivent avoir l'accès à un clinicien d'experts, typiquement dans une ville plus grande ou dans un centre pédiatrique, un hôpital avec un grand groupe hospitalier pour avoir l'accès à un médecin pour une deuxième opinion. Et pour faire des bonnes consultations médicales, ce qui doit être vraiment important, c'est la documentation photographique des résultats de l'examen. C'est bien important pour documenter les résultats qui va améliorer la consultation. Cela permet l'examen par les pairs pour que les autres cliniciens peuvent réviser le cas pour établir le consensus. C'est important au niveau de la qualité. Et dans le domaine d'abus sexuels, la documentation photographique des organes génitaux est une norme de pratique. Mais il faut vraiment réfléchir bien. C'est pas juste une question de trouver une caméra qui répond à vos besoins, mais il faut aborder les enjeux ou les questions de consentement, stockage des photos et l'accès aux photos. Et même si cela est une norme de pratique, il y a plusieurs processus qui doivent être mis en place pour que cela se passe. Alors, le cinquième principe, les cliniciens doivent bénéficier d'une formation adéquate, d'un soutien pédagogique permettant et d'un accès à de l'équipement moderne. Comme cela, ils doivent être les fournisseurs dans ce domaine. Plusieurs pédiatres, surtout, auraient eu une formation particulière. Par exemple, il y a la formation de boursiers du Collège royal du Canada. C'est un programme, ce programme est un programme de 2 ans après de faire leur résidence en tant que médecin et cela va vous donner un parcours avec un boursier du Collège royal du Canada dans le domaine de maltraitance envers l'enfant aussi. Au Canada, il y a un symposium annuel avec les médecins d'un bout à l'autre du pays pour réviser les meilleures pratiques, parler des études. Alors, c'est un bon réseau de cliniciens qui peuvent soutenir les uns aux autres dans ce domaine. Il y a les autres conférences disponibles pour obtenir le perfectionnement continu. Aux États-Unis, il y a une conférence, la conférence Healther. Dans le domaine d'abus sexuels, la formation est variée un peu partout au pays. Il y a de la formation de base sur les abus sexuels au niveau provincial. Il y a un cours sur les abus sexuels national du BCI. Le British Columbia Institute of Technology. Il y a aussi euh, euh, l'Association internationale des infirmières médico-légales au International Association of Forensic Nurses et ils ont un symposium national et aussi international. Alors, ce sont quelques opportunités pour la formation et pour assister les conférences. Alors, il faut avoir l'accès à un deuxième avis si nécessaire.
Et un examen régulier par les pairs doit avoir lieu et cela peut impliquer l'examen des images, un examen des enquêtes. Par exemple, les analystes sont à l'examen de rapport après après l'examen. Aussi, un examen des transcriptions des débats judiciaires après le témoignage des cliniciens au tribunal et cela peut être important. Il faut avoir un processus en cas de divergence d'opinion, que ce soit si il y a des différentes opinions avec l'examen par les pairs pour avoir, par exemple, un tiers qui peut aborder une divergence d'opinion. Ce sont tous les processus, ce sont tous les processus importants. Et c'est vraiment important d'avoir cela dans nos établissements. Tout le personnel et tous les membres de l'équipe multidisciplinaire au centre d'appui aux enfants doivent être formés à la nature et au but de l'évaluation médicale afin de minimiser l'anxiété et d'améliorer la compréhension, surtout avec les enfants que nous voyons. Alors, l'examen médical est un examen non traumatisant qui vise à vous rassurer, vous et votre enfant, sur le fait que tout semble aller bien. Et ça, c'est vraiment important. Et on va parler de quelques études de cas pour vous donner un peu de contexte pour ces déclarations. Alors, nous allons procéder à un examen de la tête aux pieds et nous concentrons sur la zone vaginale pénienne et anale, et ce ne sera pas un examen interne. Et quand on parle des photos, je voudrais prendre des photos des marques que nous voyons sur ta peau. Avec ta permission, alors, ce sont les choses que nous disons souvent, mais c'est important aussi pour que les prestataires qui ne sont pas des prestataires des soins médicaux peuvent prendre en compte ces différents points pour aider la famille. Et finalement, faire l'évaluation, ça c'est une chose, mais ce qui est important, ce sont les résultats pertinents d'évaluation médicale et comment ces résultats soient communiqués à l'équipe multidisciplinaire et qui. Alors, il faut avoir vraiment une bonne compréhension du partage des constatations. Il faut respecter les politiques de partage des renseignements. Les résultats doivent être euh, partagés aussitôt que possible, y compris les prestataires de soins médicaux qui peuvent présenter les observations de leur évaluation. Alors, voici un exemple. Les résultats d'examen génital sont normaux. Ils ne confirment ni réfutent donc le contact sexuel ou dans un cas d'abus physique. Les échymoses sont plus souvent le résultat d'une blessure traumatique de la peau et se produisent lorsque les vaisseaux sanguins sous-jacents sont endommagés, entraînant une fuite de sang dans les tissus environnants. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez lire le reste, tout cela, mais il faut avoir un processus de communication clair pour s'assurer que les opinions soient clairement communiquées et que ces observations puissent être comprises pour déterminer les prochaines étapes. Alors, un sommaire des 8 lignes directrices ou les principes, quand on pense à une euh, évaluation médicale, il faut considérer avec une approche multidisciplinaire, c'est d'abord d'appeler l'équipe médicale avant d'envoyer l'enfant soit à l'hôpital, soit aux cliniques
parce que peut-être il faut déterminer le meilleur endroit ou la meilleure heure pour voir l'enfant. Comme vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de pression sur le système hospitalier pédiatrique. Alors, en ce moment, nous voudrions s'assurer que que nous allons envoyer l'enfant dans le moment adéquat. Alors, s'il y a la possibilité de voir l'enfant à un centre d'appui aux enfants, ça peut être la meilleure possibilité. Aller à l'urgence, c'est pas toujours quelque chose qui va aider l'enfant, sauf s'il y a besoin d'une intervention médicale immédiate, parce que vous verrez probablement un médecin de service d'urgence qui ne se sentira peut-être pas à l'aise ou qui n'aura peut-être pas l'expertise nécessaire. Peut-être ils sont moins informés sur les traumatismes et le professionnel sera moins au courant du processus. Alors, il faut avoir un partenariat de près avec le triage, euh, avec les partenaires. Maintenant, je vais parler brièvement des évaluations des abus sexuels et après, Amy va parler des cas de maltraitance ou violence physique et comment cela va apparaître dans un établissement de centre d'appui aux enfants. Alors, pour les jeunes et les enfants qui ont subi un abus sexuel, ce qu'il faut se souvenir et ce que j'essaie d'encourager dans l'équipe multidisciplinaire, que peu importe quand l'abus sexuel s'est passé, peu importe le type de contact ou le type d'abus sexuel, les enfants et les jeunes doivent toujours se voir proposer un examen. Souvent, l'équipe multidisciplinaire ou les enquêteurs ils pensent comme il y avait un abus sexuel, même les mois ou les ans avant, ils peuvent déterminer qu'un examen n'est pas nécessaire et même si l'aspect médico-légal n'est pas nécessaire. Ce que nous voyons, c'est que les enfants, les jeunes et leurs proches ou les personnes qui s'occupent de peuvent être s'assurer en recevant, si l'enfant reçoit l'examen médical. Euh, un examen physique peut être quelque chose qui va rassurer l'enfant et pour cela, ça doit être offert aux enfants, peu importe où ils se trouvent dans le parcours. Ils peuvent avoir des questions qui découlent de l'agression, le type de qui porte sur le type de contact. Par exemple, est-ce que je suis vierge et des lésions? Quelqu'un pourra-t-il dire que j'étais agressée ou il peut avoir des résultats d'examen physique, par exemple les anciennes blessures, les blessures cicatrisées indiquent un traumatisme, il peut avoir les maladies d'un infirmement sexuel, les IST, par exemple les verrues génitales, le chlamydia, etc. Et cela peut être important au niveau de l'évaluation médicale. Et généralement, il peut avoir la possibilité il peut avoir la possibilité d'un examen de statut vaccinal ou peut-être d'autres choses, mais même si nous savons que les évaluations médicales ou l'examen génital, même si c'est normal, c'est important que ce soit euh, documenté et il faut expliquer pourquoi les résultats sont euh, normaux. Ce n'est parce qu'il n'y a pas de résultat que les abus sexuels n'ont pas eu lieu. Et peut-être les gens ne comprennent pas cela, mais le résultat d'examen médical va clarifier pourquoi nous ne voyons pas les résultats sur l'examen.
souvent, une dernière opinion, c'est que les résultats de l'examen génital ne confirment ni réfutent les craintes d'abus sexuels. Alors, voici une étude de cas, une fillette de 5 ans qui a révélé subir d'abus sexuels continus commis par le petit ami de la mère et que le dernier contact avec le petit ami était 6 semaines avant la divulgation. Alors, il peut voir quelque chose qui se présente et la mère a consulté le médecin de la famille parce qu'elle a vu une ouverture vaginale anormalement large. Alors, il faut impliquer un prestataire de soins médicaux qui est associé avec le centre d'appui aux enfants pour réaliser l'examen et aussi pour fournir les résultats dans une enquête. Et les cliniciens qui n'ont pas de formation dans ce domaine, ils disent qu'il y a les constatations quand l'examen est normal. Alors, c'est vraiment important d'avoir un lien avec une prestataire de soins médicaux avec la formation dans ce domaine pour aider à clarifier les opinions. Finalement, une fillette ou une fille, pardon, une adolescente de 12 ans qui a révélé d'être abus sexuellement par son oncle. Alors, il faut réaliser un entretien au centre d'appui aux enfants et à la jeunesse et l'adolescente doit être amenée à la clinique pour recevoir une prophylaxie de la grossesse et de VIH et pour recueillir des preuves. Mais il faut avoir plusieurs autres traitements et puis comme une prophylaxie. Alors, il faut avoir un lien avec un programme qui se trouve à l'hôpital. Alors, un appel urgent d'une agression sexuelle doit être dans les premières 24 ou 48 heures pour recueillir les preuves médico-légales. Mais normalement, ça peut attendre juste au lendemain, mais le fournisseur de soins médicaux doit donner son opinion. Maintenant, je vais euh, céder la parole à la docteure Ornstein qui va parler des contusions et blessures de la peau. Pourriez-vous avancer la diapo, s'il vous plaît? Merci, merci. Comme Tania fait, je vais commencer avec je vais donner un sommaire des différents principes de l'approche à cela. Et je pense que c'est important de retourner au point que Tania a dit historiquement quand on regarde le but des centres d'appui aux enfants et à la jeunesse. Ce processus a été commencé pour répondre de manière coordonnée aux allégations d'abus sexuels. Mais nous avons vu un peu de changement dans notre champ de pratique. Dans les dernières 5 à 10 ans, il y a davantage des centres qui posent la question s'ils peuvent commencer de voir les enfants qui peut-être ont aussi reçu une maltraitance physique. Peut-être vous travaillez dans un centre qui n'a pas ce service et vous contemplez si cela va être partie de votre champ de pratique ou si vous allez offrir cela. Une des raisons principales de voir un enfant, ça c'est pour les buts de documentation, peut-être avec le diagramme du cœur, avec les photos, comme Tania a dit. Un avis d'expert va être généré à la fin de l'évaluation et il faut regarder plusieurs points s'il y avait les conditions médicales subjacentes qui ont contribué aux blessures sur la peau.
Et nous pouvons aussi faire une recommandation s'il y a des autres examens nécessaires. Par exemple, dans les jeunes enfants, nous pouvons recommander un examen de squelette des nourrissons et des enfants et en bas âge pour voir tous les os. Il faut référer ou faire une référence à l'enfant à l'hôpital avec la capacité de faire les tests et aussi nous pouvons recommander l'imagerie de la tête pour voir les blessures traumatiques au cerveau et peut-être un examen des yeux. Et cela vraiment est dans le groupe des jeunes enfants. C'est là où on prend cette prise de décision. Nous pouvons aussi recommander les tests de laboratoire, de dépister un traumatisme abdominal, s'il y a l'échymose sur l'abdomen, ou s'il y a aussi les autres conditions de la famille avec, par exemple, avec certaines choses reliées avec le sang. Et plusieurs cliniciens qui font cela, ce sont les pédiatres. Par leur formation, parfois nous pouvons identifier les autres besoins les autres besoins médicaux subjacents et nous pouvons coordonner un suivi si jamais il y a les blessures sérieuses. Peut-être il y aura les implications à long terme qu'il faut surveiller. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'ecchymose typiquement est causée par un traumatisme de la peau entraînant une fuite de sang dans les tissus connectifs. Quand il y a de la force, il y a une blessure au vaisseau, il y a le sang qui peut sortir des vaisseaux sanguins et puis cela peut se collecter et ça va produire une ecchymose. Avec les enfants qui ont un trouble avec leur sang, euh, peut-être avec un trouble hémorragique, il peut avoir cette condition ou ce trouble. Il y a plusieurs conditions médicales qui peuvent entraîner quelques enjeux hémorragiques. Peut-être, par exemple, si l'enfant vient de récupérer d'une maladie, d'un virus, il peut avoir un enjeu avec leurs plaquettes. Alors, le clinicien doit poser les bonnes questions. Il y a les médicaments aussi qui causent à les individus d'avoir une ecchymose avec moins de force ou de manière spontanée. Il y a la question de échéancier ou le timing des ecchymoses. Nous, en tant que cliniciens, nous pouvons pas dire la date de l'ecchymose au niveau de la couleur, mais s'il y a l'enfleur ou la douleur, cela peut suggérer que les blessures ou les échymoses sont plus récentes. Mais basé sur les couleurs, les cliniciens ne peuvent pas vous donner un échéancier, un calendrier quand est-ce que l'ecchymose s'est produit. Alors, quand est-ce que l'enfant a été vu sans le bleu et après avec le bleu ou l'ecchymose quand c'était noté? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et il y a quelques drapeaux rouges reliés avec l'échymose. Quand est-ce que vous voyez une échymose, vous entendez une histoire, il y a quelque chose qui ne pas semble bien pour vous. Alors, s'il faut identifier ces points, ça peut être l'âge
Pour le niveau de développement de l'enfant, nous avons écrit l'équipement chez les enfants non un peu latoire, c'est-à-dire les nourrissons avant qu'ils ne soient capables de ramper. Ils sont inhabituels. Un enfant de 3 mois, il habite soit dans leur bassinet, dans les bras de quelqu'un. Et il ne sort pas, il ne court pas, par exemple. Il ne joue pas au soccer. Ils vont, ils ne fait pas de vélo. Alors, ça serait étonnant de voir cela dans un petit bébé ou nourrisson qui a une mobilité limitée. Alors, les motifs, les compteurs d'objets, par exemple, vous pouvez voir une marque de boucle, une empreinte de main ou si cela indique généralement une blessure infligée. Un motif ne veut pas toujours dire que la blessure a été subie de manière euh, forcée. Mais nous savons parce que parfois on voit le contour d'une échymose et peut-être vous pensez, oh, c'est quand j'ai eu par exemple, j'étais frappée avec une balle ou ou j'ai frappé la table et cela peut laisser comme un compteur sur l'échymose, mais euh, si c'était dans un jeu de soccer, cette échymose euh, euh, ne serait pas quelque chose de grave si c'était dans un jeu de soccer. Mais souvent, nous pouvons voir que si c'était par le biais d'une situation de nous pensons il y a les différents endroits où nous allons voir l'échymose. Typiquement, on le voit dans la partie devant le corps. Ça veut dire les contusions accidentelles chez les enfants ambulatoires sont moins fréquentes dans les os bien charnus, c'est-à-dire les jeux, les fesses et l'arrière du cœur. Prochaine diapo. Voici un acronyme qui a évolué au fil des années. C'était tout d'abord l'outil TEN 4. Et bon, ça, c'est comme un sommaire des drapeaux rouges que je viens de mentionner. Vous pouvez lire, nous avons quelques endroits sur le cœur qui est quelque chose concernant au niveau de maltraitance, le torse, les oreilles, le cou et les nourrissons qui ne rampent pas encore. Le frénulum, ça c'est les tissus qui se trouvent dans la bouche, situés au niveau du frein buccal et en bas de la langue, à la région de la mâchoire, les joues, les paupières, les hémorrages sous-conjonctivales peuvent être sur les yeux. Il y a aussi l'échymose avec un motif, une trace de main ou de dent visible sur la peau de l'enfant et aussi quelques caractéristiques spécifiques. Alors, pas sur l'avant du cœur et qui sont exceptionnellement grandes ou nombreuses et qui ne correspondent pas au mécanisme de causalité décrit. Je vais décrire cela dans une étude cas. Prochaine diapo. Voici quelques exemples. Quand on pense au drapeau rouge,
Pour cela, je regarde l'endroit sur l'abdomen. C'est un endroit protégé avec les tissus euh, sur le ventre. Et normalement, c'est un endroit protégé. Alors, pour ce mois, je vais prendre une pause pour réfléchir là-dessus de manière critique. Vous pouvez apprécier comme le modèle de cela. Il y a comme deux hémicercles, un en face de l'autre, où il y a un espace vide au centre. Nous voyons cela quand les ecchymoses sont à cause d'une morsure. Je vous suggère qu'il y a comme qu'il y a un motif de la marque et c'est dans un endroit atypique. Alors, cela présente un drapeau rouge. Encore une fois, ici, nous pouvons voir où cela se trouve. Et cela se trouve dans le dos de bras. Il y a aussi comme un type de motif de la marque. Alors peut-être cela peut indiquer les doigts d'une main. Alors il y a quelques drapeaux rouges là-dessous avec cette échymose, mais c'est pas typique non plus. Prochaine diapo, s'il vous plaît, ici encore une fois. Il y a de l'ecchymose sur le visage, exactement sur la joue. Et puis, ça, c'est partie de la règle 10.4 sur la joue. Et c'est vraiment étendu jusqu'à l'oreille. Et puis, je vois qu'il y a quelques lignes, quelques motifs dans l'ecchymose et cela peut être le contour des doigts. Mais dans ce cas en particulier, qu'on réunit toutes les différentes choses, moi, je peux penser que peut-être l'enfant a subi un gifle et peut-être le bout des doigts a été étendu sur les oreilles. Pour cela, vous pouvez le voir du mâchoire jusqu'aux oreilles. Et voici l'oreille. Nous pensons à la règle 10.4. Ça sera un endroit atypique où voir les échymoses. Nécessairement si un enfant joue avec un jouet, mais vous pouvez prendre une pause pour réfléchir. Où est-ce que cela s'est passé? Voici, nous voyons les ecchymoses. ah, Vous pouvez voir que les ecchymoses sont vraiment étendues sur les fesses. C'est étonnant que ça se produit par un accident. C'est vraiment sur les cuisses et dans la partie extérieure des cuisses. Alors, c'est concernant au niveau du motif. Et maintenant, je vais présenter une étude de cas une jeune une bébé, fille de 7 mois, une mère a reçu un texto de la garderie. Le bébé a eu une marque sur le visage parce qu'elle s'est frappé le visage avec un jouet girafe. La mère s'inquiète de l'étendue des blessures lorsqu'elle va chercher son enfant à la garderie. Alors, ils ont décidé, ils sont allés à l'hôpital pour une évaluation. Ils ont signalé la Société de l'aide à l'enfance. Ils ont mené une enquête conjointe. C'était une blessure. C'était indiquant comme une blessure que l'enfant s'est fait à soi-même. C'était juste sur le côté des yeux. Alors, ce bébé a eu les ecchymoses antérieures sur les soins de la gardienne récemment. Une des ecchymoses, c'était que l'enfant s'est frappé avec son
propre jouet. Et c'était l'idée qu'elle s'est frappée au visage avec un objet. Alors, ils ont fait une enquête là-dessus. Quand l'enfant a été vu au centre d'appui aux enfants, on a vu que les différents marqueurs n'étaient pas présents. Alors, il faut faire une évaluation médicale dans quelques jours. Et vous pouvez voir que les échymoses se trouvent dans le même endroit et il y a les parties qui sont presque normales et vous pouvez voir un peu de bleu, un peu de jaune et un peu de rouge. Et à cause de l'âge, cet enfant a subi une évaluation médicale. Ils ont mené un examen squelette qui était normal, mais il n'y avait pas de trouble hémostatique sous-jacent. Et l'imagerie de la tête était normale aussi. Alors, il y avait une conférence de cas avec l'enquêteur et l'auteur présumé de l'infraction est amené à la réunion. Il y avait les différents poids, les différentes mesures. C'était un jouet assez léger, presque vide à l'intérieur du jouet. Il y avait les entretiens avec la gardienne juste pour clarifier les détails et l'échéancier des événements. Alors, le résultat, c'était concernant au niveau des blessures infligées en raison de l'étendue des contusions. Il y avait la suggestion d'un motif. Aussi, le stade de développement de l'enfant n'était pas compatible avec une blessure que l'enfant avait fait à soi-même. Les photos initiales avaient un aspect typique de l'application de la force avec une main ou un objet. Et le suivi avec les autres photos, même s'ils n'ont pas ajouté à cette opinion, cela correspondait avec les échymoses initiales. Alors, la garderie a été fermée. Je pense qu'il n'y avait pas d'accusation à ce jour. Alors, cela a été un cas d'une bonne collaboration entre les systèmes médicaux et l'enquête. Alors, quelques points logistiques ou les problèmes, les défis quand on parle de l'équipe médicale et l'enquête à une centre d'appui aux enfants. Par exemple, quand un enfant est à l'école avec une blessure, comment amener l'enfant à l'hôpital? Qui va transporter l'enfant? Comment recevoir le consentement? Est-ce qu'il faut amener l'enfant dans un endroit sécuritaire avant? Et pour que l'équipe médicale prenne les décisions au niveau d'une blessure avant de voir un fournisseur de soins de santé, c'est quelque chose qui est découragé. Quand nous entendons, oui, l'histoire, ça semble raisonnable. Alors, c'est le prestataire de soins médicaux qui doit prendre les décisions en ce qui concerne les blessures, ce qui est la blessure pour fournir son opinion. Alors, on encourage l'équipe multidisciplinaire de parler avec les autres et pour trier le cas de manière appropriée. Atika, ce que je vais faire, je vais ouvrir la session à vos questions. Oui, absolument. Je voudrais juste, nous avons qu'une question. Pourriez-vous sauter à votre résumé? Et après, je vais ouvrir la session des questions-réponses. Alors, quel est notre résumé? Pour tous les cas de soupçon de maltraitance d'enfants à un centre d'appui aux enfants, ils vont tous bénéficier d'une évaluation médicale complète et la collaboration entre les systèmes médicaux et d'enquête est essentielle et cela doit être mené
aussitôt que possible. Il faut toujours appeler, consulter un clinicien médical désigné. Alors, le timing où l'enfant doit être vu, avec qui doit examiner l'enfant, il faut établir ces points. Formidable, formidable, Tania, Amy, de votre présentation. Et nous avons une question. À quel âge est-ce que l'enfant ou le client peut avoir une personne de soutien pour l'accompagnement durant l'examen physique après une a- a- agression sexuelle? Il n'y a pas un âge typique. Nous demandons à l'enfant euh, au niveau de ce qu'il veut qui accompagne l'enfant durant l'examen médical. Évidemment, les nourrissons et les jeunes enfants, ils veulent avoir leur gardien ou leurs parents avec eux. Et même pour les adolescents ou les jeunes adolescents, je commence avec un entretien avec l'adolescent, avec le jeune, l'adolescent. Et après, je demande s'ils veulent une personne de soutien avec l'enfant durant l'examen. Alors, il n'y a pas un âge, mais c'est ce que je vois généralement. Merci. Merci. Nous n'avons pas de questions. Alors, pour les participants, j'ai déjà mis l'information de contact pour Amy et Tania dans la boîte de clavardage. S'il n'y a pas d'autres questions, ça c'est notre présentation pour aujourd'hui et merci beaucoup. Merci. Thank you. Merci.